Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Il est le chef d'État d'un pays en guerre depuis 7 mois. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, était mon invité exceptionnel pour Face au territoire ce vendredi. Une émission enregistrée depuis Kiev et diffusée notamment sur TV5 Monde et sur LCP. Vous découvrirez un extrait dans quelques instants dans ce journal. À peine mise à l'arrêt, elle reprend déjà du service. La centrale à charbon Émile Huchet sera de nouveau opérationnelle d'ici quelques jours. Conséquence de la crise énergétique, nous expliquera Moselle Télévision. Symbole du lien social et des territoires, les radios associatives peinent à susciter de nouvelles vocations. Les jeunes désertent les ondes en cette rentrée, nous dira LMTV Sarthe dans un instant. Pour faire des selfies et autres vidéos, choisissez votre box. En Bretagne, la première selfie box vient d'ouvrir ses portes. Pour une quinzaine d'euros, il vous est désormais possible de poser et de poster dans des décors originaux. Un sujet sans filtre de TVR en fin de journal. Je vous le disais dans les titres, c'est une interview exceptionnelle réalisée depuis Kiev et diffusée notamment sur TV5 Monde et LCP. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, était mon invité dans l'émission Face au territoire ce vendredi. À la tête d'un pays en guerre depuis 7 mois, l'ancien acteur devenu président a notamment évoqué le rôle joué par la France pour soutenir son pays et sa relation particulière avec Emmanuel Macron. Regardez cet extrait. Est-ce que la France en fait assez et qu'est-ce que vous attendriez que la France fasse de plus ? Je voudrais que la France fasse de plus. Et ce n'est pas une question à propos de France, cela concerne tout autre pays. Nous avons besoin de plus d'armement. Quand nous serons capables de déoccuper notre territoire, ce sera assez. Je pense que vous me comprenez. Le président Biden m'a dit que tu demandes beaucoup, mais je te comprends. C'est ce que moi je ferai aussi à ta place. Et le président Macron ne vous a pas dit la même chose ? Je demande beaucoup, mais je te comprends. Je maintiens un bon dialogue avec Emmanuel et je suis très ravie qu'il m'entend. Il nous aide. Il sait qu'on va demander plus, encore plus d'armement. Pour voir ou revoir l'interview exclusive de Volodymyr Zelensky depuis Kiev, rendez-vous sur les sites internet de TV5 Monde et d'LCP, mais aussi sur les sites des partenaires de l'émission Face au territoire, Nice Matin, Ouest France, France Antilles, La Montagne et 20 minutes. Je vous le disais dans les titres, 7 mois après le début du conflit en Ukraine, la crise énergétique guette l'Europe alors que l'hiver approche. Pour éviter les coupures de courant, toutes les solutions sont étudiées, même les plus polluantes. Parmi elles, la remise en fonctionnement de centrales à charbon, exemple en Moselle avec un site qui venait d'être arrêté il y a quelques mois seulement et qui reprendra du service dans quelques jours. Un reportage de Moselle Télévision sur place. Face à la crainte d'un blackout, le combustible le plus nocif pour le climat arrive par camion à Saint-Avold. Il faudra 600 000 tonnes de charbon pour relancer Émile Huchet cet hiver. Condamnée par la loi énergie-climat, la centrale thermique avait coupé le courant le 31 mars. Ça fait de l'activité, mais moi ça veut dire qu'on a loupé quelque chose parce que la pollution elle est quand même là. Hein. Les 200 000 tonnes que vous voyez là, le CO2 qui va être produit, il est là, on le sait. On sait que c'est pas bien et on est obligé de reprendre. Donc il y a quelque chose qui a été loupé quelque part. Laissé sur le carreau il y a 5 mois, 68 salariés ont accepté de retourner au charbon. Un devoir pour cet ancien technicien d'exploitation. Content de revenir, la centrale était toujours là, aussi bien en été qu'en hiver. Quand il y avait une demande de RTE, les salariés de la centrale, eux, ont toujours produit. Et que là, ils reviennent et puis ils savent que les Français comptent sur eux pour qu'il y ait l'électricité cet hiver. Avec un redémarrage prévu le 1er octobre, la tranche 6 reprend vie. Mais avant de tourner à pleine puissance, soit 600 MWh, elle nécessite d'urgence une opération de maintenance, chiffrée à 10 millions d'euros pour Gazelle Énergie. Émile Huchet carburera pendant 2500 heures, d'octobre à fin mars. Pour compenser ses émissions carbone, Gazelle Énergie devra verser 40 € par tonne de CO2 dégagé à un fonds d'investissement local, soit près de 50 millions d'euros pour cet ultime retour de flamme.
La logique pour nous, c'était de ne pas forcément acheter des crédits carbone sur le marché international où on allait demander à nos traders d'acheter des crédits carbone en Chine avec relativement peu de sens, mais de réussir à garder cet argent en proximité et en région. Et donc on a passé un partenariat avec le Conseil régional Grand Est, qui travaille forcément avec nous, avec le ministère, pour réussir à développer des projets de compensation dans la région. En ces temps de sobriété énergétique, l'or noir qui a fait l'âge d'or de la Moselle-Est pourrait ainsi une dernière fois accompagner sa réindustrialisation. Lors de la fermeture de la centrale, Gazal Énergie s'était engagé à horizon 2026 à recréer plus d'emplois que ceux détruits. Le groupe compte y parvenir grâce aux énergies renouvelables comme la biomasse ou l'hydrogène. Voilà, et vous le savez, les collectivités tentent aussi de surmonter la hausse des coûts de l'énergie. Partout en France, de nombreuses piscines sont fermées pour réaliser des économies. D'autres arrivent à rester ouvertes grâce aux travaux de rénovation réalisés en amont avant la crise. C'est le cas par exemple d'une piscine intercommunale dans la Loire. Un sujet de Céline Ercilia pour TL7, la chaîne de la Loire. C'est le moment du grand nettoyage pour le centre aquatique de Génilac. La piscine intercommunale est financée par 18 communes. Des élus qui ont voulu devancer la crise énergétique. En 2019, un premier investissement a permis d'installer un système de traitement des eaux rejetées. Et cette année, c'est tout le système d'éclairage qui a été remplacé par des lampes à LED. Un investissement indispensable face à l'augmentation de 20% du prix de l'électricité. Sans faire de grandes économies, cela a permis de bien amortir le choc. Malgré une augmentation, par exemple, à titre d'exemple, de 20% des prix de l'électricité, nos investissements, jusqu'à ce jour, nous ont permis d'économiser 99 €, alors que nous avons réduit de 16% notre consommation électrique. L'équipement récupère également l'eau de pluie versée dans ce bassin de rétention à proximité de la piscine. Un bassin qui a permis cet été d'arroser les jardins gérés par l'association des Restos du Cœur de Rive-de-Gier. Une idée qui pourrait aller plus loin avec un nouveau projet, celui d'optimiser l'eau des bassins récupérés toute l'année. Dans le futur, nous verrons ça avec les communes associées. Pourquoi ne pas leur mettre cette eau à disposition ? Mais là, encore une fois, c'est un investissement qu'il faudra gérer, et puis voir la répartition entre les communes. Le projet devrait mettre encore quelques temps à se concrétiser, mais il permettrait de mettre à disposition entre 6 et 7 000 m3 d'eau par an. Des solutions pour préserver l'eau, mais aussi pour favoriser l'usage des transports. En Savoie, un nouveau centre de maintenance vient d'être inauguré dans une gare historique de la SNCF. Celui-ci permettra d'entretenir et de réparer une 50aine de locomotives par semaine. Les détails d'Emmanuel Jaude de la rédaction de 8 Mont-Blanc sur place. La vieille rotonde de maintenance pour locomotives de fret de la gare de Modane ne pouvait espérer meilleur avenir. Comptant parmi les rares bâtiments des alentours à avoir survécu à la Seconde Guerre mondiale, le site a retrouvé des couleurs, remplaçant depuis peu le pôle de Saint-Jean-de-Maurienne qui a dû laisser sa place au futur tracé du Lyon-Turin. En fait, on a libéré des terrains à Saint-Jean, on a reconstruit la capacité de maintenance ici à Modane, donc ça fait partie aussi du grand projet. C'est un vrai bel outil industriel de maintenance qui va nous permettre de travailler en qualité. Il y a beaucoup de locomotives ici puisque c'est une ligne à forte pente, donc il faut pousser en même temps qu'on tire les trains. Donc il faut beaucoup de locomotives fiables et disponibles. Et ce nouvel outil très moderne de maintenance va nous permettre d'être efficace dans les trafics de la vallée et France-Italie. Composé d'une équipe de 6 personnes, ce Paloma, contraction de petit atelier local de maintenance, s'occupe de plus d'une 50aine de locomotives chaque semaine. Un labeur qui va donc beaucoup se faciliter grâce à cette réhabilitation. Donc on est passé, on va dire, de la préhistoire au XXIe siècle avec des installations dignes de travailler correctement, dans des bonnes conditions, du chauffage et des outillages dernier cri à disposition. Une vraie métamorphose par rapport aux locaux historiques et qui a nécessité un budget de 8 millions d'euros, subventionné à 95% par les fonds de TELT, le tunnel Euralpin-Lyon-Turin. C'est très très symbolique. On a voulu réinstaller un centre à Modane-Fourneau dans un bâtiment historique, la rotonde de Modane qui a plus de 100 ans. Et effectivement, c'est vraiment un symbole de se dire que le fret ferroviaire reste en Maurienne, reste à Modane-Fourneau et continue l'aventure qui a débuté il y a plus de 100 ans maintenant, parce qu'on avait un risque potentiel que ce centre parte de la Savoie, de la Maurienne. D'ailleurs, ce local de maintenance fret devrait gagner en volume dans les prochaines années, prévoyant déjà de nouvelles embauches en vue de l'ouverture du fameux ouvrage Lyon-Turin prévu pour la fin de la décennie.
Leur mission est de donner ou de redonner le sourire à des enfants malades. Iron Man, Batman ou encore Captain America, les super-héros Marvel se sont donné rendez-vous à Bordeaux le temps d'un après-midi. Derrière les déguisements des policiers qui jouent leur rôle héroïque pour la bonne cause, un reportage d'Yvan Branchy pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. La mission est urgente. Ils doivent vraiment partir. Il n'y a pas une seconde à perdre. Iron Man, le plus célèbre des super-héros américains, est attendu en urgence auprès de ses collègues, car la mission du jour vient tout juste de débuter. Il y a un des membres de l'équipe qui a un fils qui est atteint de la trisomie 21. Donc c'est vrai qu'il voulait faire des actions et des manifestations sur ce type de handicap. Quand on voit le sourire aux enfants et les étoiles qu'ils peuvent avoir dans les yeux quand ils nous voient, c'est vrai que ça nous fait chaud au cœur. Car oui, sous ces costumes plus vrais que nature, aucun acteur hollywoodien, mais des policiers bordelais. Depuis 2018 et la naissance de leur association, ils rendent visite aux enfants malades ou handicapés pendant leur week-end ou jour de repos, afin d'égayer leur quotidien. C'est qui ton super-héros préféré ? C'est génial, ça fait rêver les enfants. Enfin, c'est une super journée et en plus pour une super occasion, enfin une bonne raison. Avec admiration, avec admiration, et ils aimeraient être à leur place. Structures gonflables, ateliers créatifs ou encore réalité virtuelle sont au programme de cette journée. La première journée d'inclusion sociale entre enfants valides et malades, rendue possible grâce à une agence de sécurité privée. Ça ne peut que nous toucher, puisqu'ils se déplacent dans toutes les villes de France. Donc on a décidé aussi de contribuer à ça, dans les hôpitaux, tout, et à les aider financièrement, voire même logistiquement. À cette occasion, la société a offert un chèque de 400 € aux super-héros pour mieux préparer les nouvelles missions qui les attendent à travers les hôpitaux de la région. Elles ont connu leur heure de gloire au début des années 80. Les radios associatives continuent 40 ans plus tard de créer le lien social au cœur des territoires. Cependant, cette année, nombre d'entre elles peinent à recruter des volontaires en service civique. Les 18-25 ans sont notamment invités à rejoindre ces médias locaux pour des missions d'animation ou de communication. Alors ce service civique s'essouffle-t-il ? Élément de réponse avec Anthony Piton pour LMTV Sarthe. C'est le cas chaque année, Radio Alpa ouvre son antenne à de nouveaux concepts d'émissions. Mais là, le directeur des programmes les attend toujours. Une dizaine de cases sont disponibles cette saison pour ceux qui souhaitent prendre leur envol sur les ondes. Tous les sujets sont possibles, savoir qu'on peut faire de la radio, et une fois qu'on a goûté la radio, moi je le sais, on prend le virus et celui-là il n'est pas mortel, puisqu'on poursuit tout simplement une aventure radiophonique. En cette rentrée, il manque une quinzaine de bénévoles pour faire vivre l'antenne de Radio Alpa. La radio associative a fêté ses 40 ans cette année et depuis toujours, le cœur de son projet, c'est de former ceux qui s'intéressent au métier de la radio. Quand on vient déposer un projet d'émission à Radio Alpa, vous n'êtes pas tout seul, on est là pour vous accompagner, pour vous aider à savoir faire. Et après, notre but à nous, une fois qu'on a fait cette étape-là de formation, eh bien, vous êtes à l'antenne et vous êtes libre parce que le projet de la radio est un projet d'éducation populaire qui est l'émancipation et donc la liberté. Pour prendre contact avec Radio Alpa, direction la MJC Prévert dans la vieille ville du Mans. Certains anciens bénévoles de Radio Alpa sont devenus aujourd'hui de vrais professionnels de la radio. C'est une activité que les moins de 20 ans ne peuvent ignorer. Les selfies, soit la prise d'une photo portrait, est devenue un véritable phénomène de société depuis une quinzaine d'années. La tendance s'est même accentuée avec les vidéos postées sur les réseaux sociaux. Et c'est pour répondre à ce besoin d'image permanent que des selfie rooms ont vu le jour un peu partout dans le monde. L'un de ces espaces vient d'ouvrir en Bretagne. Plusieurs décors permettent ainsi de prendre des photos et des vidéos originales selon les envies et les humeurs. Commentaire de Capucine Colin-Guilochin pour TVR à Rennes. La première salle qu'on peut voir ici, c'est l'esprit kawaii, donc ça veut dire mignon en japonais. Clip vidéo, shooting photo, post Instagram, ce hangar de Verne-sur-Sèche est probablement l'endroit rêvé des influenceurs. Anaïs Soula, 26 ans, vient d'ouvrir la première selfie room de France. Le principe est simple, 10 box, 10 ambiances pour créer du contenu à poster sur ses réseaux sociaux.
Le monde évolue beaucoup. Il y a 10-15 ans, on n'aurait pas pu voir tout ça, mais du coup, on a des nouveaux métiers, donc forcément des nouvelles demandes. Donc du coup, Storytime est fait pour cette nouvelle demande. Chaque mois, l'entrepreneuse crée une nouvelle pièce en fonction de la demande. Il lui faut 1 à 2 semaines pour construire le décor. Et pour l'inspiration, tout vient des tendances actuelles. C'est ça, c'est exactement tout ce qui est Instagrammable, ce qui est la série du moment, aussi la saison. Si on arrive à Noël, on va faire plutôt un box Noël. Si on arrive à Halloween, on va faire Halloween. Rassurez-vous, pas besoin de milliers de followers pour se rendre à Storytime. Le hangar est accessible à tous. Et ce jour-là, justement, c'est une boutique brestoise qui a privatisé le lieu. Objectif, prendre les photos qui seront postées sur Instagram à la rentrée. On va gagner beaucoup de temps puisque là, en fait, en une journée, on va faire 12 publications à peu près sur Instagram. Donc, sachant qu'en moyenne, sur une journée, on en fait plutôt 2-3 maximum. Mais là, on n'a aucun aléa, on n'a pas les aléas de la météo. On est dans un box, on est isolé, on peut s'étaler. On va beaucoup plus vite en fait, c'est ça qui est bien. Pour avoir accès à toutes les box pendant 1h30, comptez entre 15 et 18 €. Anaïs Soula compte bien développer son entreprise. Déjà, elle envisage de créer un second espace avec une dizaine d'ambiances supplémentaires. Voilà, et si se prendre en photo ou en vidéo peut être utile et plaisant, faire du sport à tout âge, c'est encore mieux. À Limoges, la pratique des arts martiaux est accessible à tous les publics dès 3 ans grâce à un club local, la Martial Academy. Les plus petits peuvent ainsi découvrir le taekwondo tout en s'amusant et en se dépensant. Des sessions sont également accessibles pour les personnes en situation de handicap, un sujet de Benjamin Delmas pour 7 à Limoges sur place. On lève le genou droit devant nous. On pivote ici. Et là, on détend la jambe devant soi. Ces mouvements sont ceux du taekwondo. Seule condition pour s'initier à cet art martial, avoir au moins 3 ans. Le club Martial Academy organise une journée porte ouverte pour les plus petits. L'objectif, apprendre les bases de ce sport de pied et poing. Il faut essayer de décomplexer d'abord les arts martiaux et le rendre très ludique. Donc ça passe aussi par des ateliers de jeu comme vous avez pu le voir. Donc l'idée, c'est vraiment aussi de montrer que les arts martiaux, certes, il y a du sérieux, il y a de la discipline, mais il y a aussi du jeu et du plaisir avant tout. Un sport pour tous, ce jour-là, 2 personnes en situation de handicap participaient au cours. Le taekwondo se mue en apprentissage à se défendre, quelle que soit sa situation. Je dois pas pouvoir toucher, vas-y. Voilà, c'est là, encore. Je fais du taekwondo. On s'entraîne à esquiver. Le taekwondo, c'est un sport d'apprentissage et de respect, comme je vous le disais tout à l'heure. Et ça, JK me l'a appris. Je vais encore monter de 5 cm. Donc 2 têtes au-dessus d'elle. Eh bien, on applaudit pour elle. Partager des expériences et faire grandir, c'est tout l'objectif de la Martial Academy. Les élèves les plus expérimentés participent à cette dynamique en contribuant à la formation des plus jeunes. Allez, Qu'est-ce que ça leur donne, qu'est-ce que ça leur transmet à ces petits? Tout d'abord, ça leur permet d'être respectueux, d'avoir une certaine discipline et forcément du plaisir. Parce que le taekwondo, c'est pas juste un art martial où on combat tout le temps, etc. C'est surtout du plaisir. Voilà, tout à fait autre chose dans l'actualité. Petites et peu juteuses, la récolte des pommes a débuté en cette mi-septembre. Dans les Vosges, 25 bénévoles d'un pressoir associatif se relaient pour cueillir, pour trier, pour presser le précieux fruit. Et le premier bilan de la récolte se révèle mitigé pour l'heure, vous allez le voir. Certaines pommes manquent d'eau après un été chaud. Hélène Leplat et Aurélie Colombel se sont glissées entre les pommiers pour Vosges Télévisions. À peine secouées, les pommes chutent au sol. La récolte commence tout juste au verger patrimonial de Fraises, près de Saint-Dié. Et ce matin-là, les membres de l'association La Costelle passent sous les 90 arbres, vérifier la maturité des fruits. Le mieux, c'est de couper la pomme, regarder les pépins, s'ils sont bien noirs, les cavités aussi, et puis la goûter. Et aujourd'hui, on a une solution iodée qui nous permet de tester la maturité du fruit. C'est une solution qui met en évidence de l'amidon ou pas d'amidon dans le fruit. Donc s'il y a de l'amidon, elle est verte encore, la pomme. Et plus ça va vers le sucre, vers le glucose, à ce moment-là, on peut la cueillir. Les fruits, cueillis à la main, pas trop mûrs, se conserveront l'hiver. Les autres seront transformés en jus. Direction donc le pressoir où les 25 bénévoles de l'association se relaient. On est presque à plein temps, oui. Mais c'est pour la convivialité avant tout. C'est une bande de copains qui est là depuis plusieurs années. Et puis voilà, on est ensemble, on passe un bon moment. Bon, il y a des moments où on transpire un peu aussi. Mais bon, dans l'ensemble, ça se passe bien. Si les machines vont bien, on va bien. Les gens qui viennent ici, ils viennent avec leurs pommes.
et ils repartent avec leur jus. Ils suivent tout le processus. Il n'y a rien entre les deux, il n'y a rien. Il n'y a pas d'ajout, il n'y a rien. Vos pommes, votre jus. Vous arrivez à 9h, si vous avez 100 kg de pommes, à 9h30, vous repartez. La récolte est hétérogène. Certains arbres ont vu leurs fruits tomber bien avant l'heure, d'autres sont chargés mais avec de petits calibres. Seuls les pommiers situés près de points d'eau s'en sortent bien. Le manque de pluie interfère sur la qualité. Les pommes sont un peu sèches, donc ça bourre. Donc on est en train de faire descendre la pulpe dans le pressoir, tout simplement. D'habitude, elles sont moins sèches, qu'est-ce qui se passe? Elles sont moins sèches, il n'y a pas eu assez d'eau, donc du coup ça coince. En perspective, une année moyenne en termes de quantité, mais des boissons sucrées. L'atelier du jus de pomme de fraise sera ouvert aux particuliers, 500 kg maximum, jusqu'à la fin du mois d'octobre. Direction la Martinique dans ce journal où, comme en métropole, l'érosion des plages est devenue une problématique très préoccupante depuis quelques années. Pour lutter contre ce danger, une association martiniquaise développe une technique innovante, l'utilisation des sargasses. Cette algue souvent combattue pour ses odeurs et nuisances se révèle en réalité très utile pour protéger les plages de l'île. Les premiers résultats constatés sont encourageants. Explication et reportage de Maxime Lequeux pour Via ATV sur place. Regardez. Ces derniers temps, la Pointe Fola a des aires de laboratoire à ciel ouvert. Les 15 bénévoles de cette association ramassent et rassemblent les sargasses. Après différentes phases de séchage d'une durée de 3 mois, elles sont ensuite entreposées sur les parcelles fragilisées par l'érosion où elles entament lentement leur transformation en sable. C'est pas comme ça. Donc c'est à force. On a commencé à mettre les sargasses par-dessus. Ensuite le sable on l'a récupéré là-bas. Et aujourd'hui, regardez ce que ça a donné. Grâce à cette méthode, la plage a pu être consolidée sur 15 mètres et rehaussée d'environ 1 mètre. Stéphane, ancien marin-pêcheur, en avait assez de voir les sargasses détruire son lieu de travail. Alors depuis 4 ans, il essaye de les comprendre au lieu de les combattre. On s'est dit pourquoi pas ne pas mettre la sargasse à sécher par couches successives et au fur et à mesure, au lieu de l'évacuer, de l'utiliser dans son domaine. Le domaine de la sargasse, normalement, c'est les 50 pas géométriques. Donc on a réutilisé les 50 pas. Cette initiative est évidemment bénéfique pour la plage, mais également tout son écosystème. Donc les arbres que vous voyez là, il y avait plus, les racines étaient à nu. On a fait du comble avec cette sargasse mélangée avec du sable qui a permis aux arbres de se régénérer et de s'équilibrer. C'est donc tout le rivage qui profite de cette métamorphose, mais aussi les habitués, déjà bien renseignés. Oui, tout ça c'est des sargasses qui ont été remblayées avec du sable. Toute la moitié de la plage, tout ça. À l'entrée de la plage, il y avait beaucoup d'érosion et ça m'a toujours fait beaucoup de peine. Et si aujourd'hui on a cette solution avec les sargasses, je trouve ça génial. De son côté, Stéphane espère qu'un jour ce procédé sera reconnu et reproduit sur d'autres sites envahis. Nous sommes quand même du pays, on est quand même impacté directement. Ça fait 4 ans qu'on est dedans. J'espère qu'une petite considération, un accompagnement, une mise en avant, ce serait bien aussi. Afin notamment d'anticiper la montée des eaux liées au réchauffement climatique, Stéphane rêve d'installer une base expérimentale au Vauclin, à la Pointe Fola. Restons sur la plage, mais revenons en métropole, dans l'Hérault précisément, où une quarantaine d'œufs de tortues viennent d'éclore et ont déjà rejoint la mer. Un saut dans l'océan qui devrait être suivi de beaucoup d'autres. Pour assurer la protection des nids, les bénévoles se relaient nuit et jour sur les plages de la région. Images et explications de Laurie Charmelat pour Via Occitanie sur place. Ça y est, ça sort. Les bébés tortues sont sortis de leurs œufs sur la plage de Valras-Plage. Une quarantaine a éclos ce mercredi à 20h20. Et ensuite, ils ont regagné vivement la mer et sont partis au large. C'est très important parce que ça leur permet de prendre note en fait, des signes de la plage et peut-être dans le futur, quand elles seront matures, de revenir pondre dans ces plages et aux alentours. Les associations estiment que tous les œufs n'ont pas encore éclos. En moyenne, une tortue en pond une centaine. Alors la surveillance se poursuit pour éviter toute perturbation durant l'incubation. 24 heures sur 24 depuis le 17 juillet, nous avons au moins 2 bénévoles qui sont présents, soit pour surveiller donc, le nid tortue et aussi pour sensibiliser et informer les usagers de la plage. Il faut dire que cet événement est assez rare sur notre littoral et attire de nombreux curieux. Alors, les associations en profitent pour faire de la sensibilisation. Toutes les espèces de tortues sont en danger. Une tortue qui va se prendre dans un filet ne pourra plus remonter, donc va se noyer, elle va mourir. Donc là, c'était l'occasion d'en parler, de montrer quelque chose de merveilleux, mais de dire attention, on a tous une part de responsabilité dans la protection des tortues.
Voilà, on referme ce journal avec ces très belles images fournies par nos partenaires corses de Via Tele Paese sur l'île d'Elbe. Cette île italienne est entrée bien sûr dans l'histoire pour avoir été le terrain d'exil de Napoléon Ier en 1814. Chaque année, des visiteurs français, italiens ou du monde entier sont nombreux à visiter cette île située à 50 km de Bastia. Ils se rendent notamment dans la maison où a vécu l'empereur pendant 10 mois. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.